Située dans le sud-ouest du Pacifique, la Nouvelle-Zélande n'est pas seulement une terre de montagne, d'animaux parmi les plus singuliers de la planète et de célèbres terriers de hobbits. Un autre fait étonnant mérite d'être souligné. Elle repose sur un continent dissimulé dont 94% gît sous les flots. En réalité, seule affleure une portion émergée d'une masse engloutie dépassant la moitié de l'Australie en superficie. Or, avec la montée des océans, une interrogation persiste. Faudra-t-il qu'un jour toutes ces créatures remarquables prennent des leçons de natation? La Zélandia est un vaste continent submergé qui s'étend de la Nouvelle-Zélande jusqu'à la Nouvelle-Calédonie. Cette étendue engloutie recèle des montagnes, des vallées et une identité géologique bien distincte. Mais comment qualifier de continent une région sous-marine? Le fait est que l'immersion ne retire pas ce statut, elle le rend simplement moins perceptible. Beaucoup s'imaginent un continent comme une grande étendue où l'on peut poser le pied, mais les géologues ne le définissent pas par ce qui émerge, mais plutôt par la nature même de sa croûte. La majeure partie de la croûte terrestre est océanique, mince, dense et formée de basalte. Les continents, eux, reposent sur une croûte plus épaisse, plus légère et bien plus ancienne. C'est précisément le cas de la Zélandia. Bien que presque entièrement immergée, elle possède le même type de croûte que l'Australie ou l'Amérique du Sud. Elle abrite chaînes de montagnes, bassins sédimentaires, lignes de failles et même des fossiles attestant qu'elle fut jadis couverte de forêts et peuplée d'animaux terrestres. Durant l'ère des dinosaures, elle se trouvait au-dessus du niveau marin et, si aucun squelette de théropode proche du Vélociraptor n'a encore été mis au jour, rien n'exclut que cela arrive. Mais comment cette découverte a-t-elle été rendue possible? La Zélandia se situant pour l'essentiel entre 800 et 2400 mètres sous la surface, il n'était pas envisageable de la dévoiler en drainant les océans. La solution résidait donc dans la technologie. Les chercheurs ont recouru à des satellites capables de détecter de subtiles variations de la gravité terrestre pour révéler ce qui se dissimulait sous les vagues. Et, anecdote intéressante, de tels instruments existent désormais. Ainsi, la mission Grace de la NASA mobilise 2 satellites capables de repérer de faibles changements dans la gravité de la Terre en mesurant l'écart les séparant lorsqu'ils survolent diverses zones. Les chercheurs ont aussi employé le sonar pour dresser en 3 dimensions la carte des reliefs sous-marins. Enfin, le forage en haute mer a livré roches anciennes, sédiments et même fossiles terrestres enfouis sous le plancher océanique, preuve tangible qu'il ne s'agissait pas d'un banal fond marin. Cela dit, toutes ces recherches n'ont pas été réalisées suivant un protocole linéaire. Il aura fallu des décennies de données croisées issues de la Terre, de la mer et de l'espace pour assembler ce puzzle. Au début des années 2000, l'accumulation d'indices devint telle que certains géologues commencèrent à évoquer ouvertement l'hypothèse d'un continent caché. Toutefois, ce n'est qu'en 2017 que la Zélandia fut officiellement proposée comme continent, sur la base de critères géologiques clairement établis. Puis, en 2023, après de longues décennies de relevés et d'analyses, elle devint le premier continent entièrement cartographié, tout en demeurant presque totalement immergée. Mais pour quelle raison a-t-elle sombré? Jadis, l'ensemble des terres émergées formait un seul supercontinent, la Pangée. Il y a environ 200 millions d'années, bien avant notre ère, cette immense masse commença à se morceler. Sa moitié septentrionale donna naissance à la Laurasie, qui regroupait ce qui correspond aujourd'hui à l'Amérique du Nord, à l'Europe et à la majeure partie de l'Asie. La moitié méridionale, le Gondwana, comprenait l'actuelle Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie, l'Inde et la Zélandia. Il y a près de 85 millions d'années, cette dernière se détacha du Gondwana. Elle était autrefois rattachée à l'Australie et à l'Antarctique, mais sa séparation amincit et étira sa croûte. Fragilisée, elle devint plus sujette à l'affaissement, un peu comme un morceau de glace qui s'enfonce davantage dans l'eau après s'être détaché d'un bloc plus imposant. Avec le temps, les forces tectoniques, comme le déplacement des plaques et la perte de son appui profond, provoquèrent son enfoncement. Elle ne s'est pas affaissée uniquement par faiblesse, mais parce qu'elle fut entraînée vers le bas par le jeu des plaques terrestres. Sa structure ne lui permettant pas de se maintenir, elle s'est stabilisée plus bas dans le manteau. Aujourd'hui, seules ses crêtes les plus élevées, telles celles de la Nouvelle-Zélande, émergent encore. Songez que, si elle n'avait jamais coulé, Wellington se trouverait à quelques 3000 mètres d'altitude, soit plus haut qu'Aspen, dans le Colorado. La Nouvelle-Zélande est renommée pour sa faune terrestre singulière. Oiseaux inaptes au vol, insectes lumineux, moutons surpassant les humains en nombre. Mais qu'en est-il de son univers sous-marin? Possède-t-il la même originalité? En réalité, oui. Et à vrai dire, il pourrait même se révéler encore plus fascinant.
Les pourtours engloutis de la Zélandia recèlent une vie marine aussi exceptionnelle et isolée que la faune des terres émergées. Des milliers d'espèces y ont évolué presque à l'écart total du reste du monde, dissimulées sur un plateau continental submergé. On pourrait les considérer comme le laboratoire sous-marin secret de la planète, fruit de températures variées et de plus de 50 habitats différents, rien que dans les zones côtières. Prenons l'exemple des poissons, certains d'ailleurs très appréciés en cuisine. Environ 300 espèces vivant dans ces eaux sont endémiques. Hors de la Nouvelle-Zélande, vous ne les rencontrerez jamais. Parmi elles, la limande sole, reconnaissable à son corps asymétrique évoquant une crêpe, et à son étrange habitude de s'enfouir presque totalement dans le sable, ne laissant dépasser que ses yeux. Et plus l'on descend en profondeur, plus les choses deviennent étranges. Les versants et canyons sous-marins de Zélandia abrinent des créatures qui semblent avoir été conçues lors d'une panne de courant au laboratoire de l'évolution. Le plus marquant est sans doute l'éponge carnivore. Oui, une éponge qui se nourrit de chair. On y trouve également les Peripodidae, qui sont de petites créatures rondes et plates, difficiles à classer dans une famille animale précise. Découvertes fixées à des bois immergés à plus de 800 mètres de profondeur, elles sont si singulières que les scientifiques ont presque envisagé de leur créer une catégorie à part entière au sein des échinodermes. Ce groupe comprend notamment les étoiles de mer, ainsi que les oursins. On trouve aussi la langoustine de Nouvelle-Zélande, crustacée proche du homard, qui aménage ses terriers dans les fonds vaseux. Elle se nourrit de masses gélatineuses, de requins fantômes et de presque tout ce qui croise son chemin. Même les algues présentent ici des formes inédites, bien qu'elles n'aient pas le caractère spectaculaire des éponges prédatrices. À noter également que les zones proches de la Zélandia recèlent des volcans sous-marins encore actifs. Le plus célèbre, Brother Seamount, se situe à environ 340 km au nord-est de la Nouvelle-Zélande. Ce gigantesque édifice volcanique, surmonté d'un cratère, est en perpétuelle ébullition, libérant chaleur et substances chimiques. Son attrait réside notamment dans ses évents hydrothermaux, les fumeurs noirs, qui entretiennent des écosystèmes ne dépendant pas de la lumière du soleil. Ici, des bactéries transforment des composés chimiques, comme le soufre, en énergie grâce à la chimiosynthèse. Elle constitue la base d'une chaîne alimentaire comprenant vers tubicoles et crevettes abyssales, tous adaptés à survivre dans une chaleur intense, une pression extrême et une obscurité totale. Tout cela est inhabituel dans l'océan, où la majorité des espèces dépendent de la photosynthèse et de conditions stables. Le volcan sous-marin Brothers recèle en outre des gisements de cuivre et de zinc, ce qui lui confère une valeur scientifique et potentiellement un intérêt économique. Il va sans dire que la Zélandia revêt une importance majeure pour la communauté scientifique. Elle constitue une fenêtre sur l'histoire géologique et biologique de notre planète, véritable machine à remonter le temps et laboratoire naturel permettant de reconstituer les étapes du passé terrestre. En fin de compte, la Nouvelle-Zélande pourrait-elle, au fil des siècles, se retrouver engloutie par la montée progressive du niveau des mers? Si vous l'imaginez s'effaçant lentement sous les flots à la manière d'une Atlantide moderne, détrompez-vous. Même avec l'élévation actuelle des océans, une submersion totale demeure hautement improbable, y compris dans les scénarios les plus extrêmes. Le sommet le plus élevé du pays, l'Aoraki, culmine à 3724 mètres. Pour que l'océan le recouvre, il faudrait donc que son niveau grimpe de plus de 3 km. À moins que notre planète ne se transforme en un gigantesque ballon d'eau, une telle situation n'a aucune chance de se produire. Mais quid d'un affaissement? La Nouvelle-Zélande pourrait-elle subir le même sort que la Zélandia? Cette dernière s'est enfoncée car sa croûte, mince et étirée, manquait de solidité pour rester émergée. La Nouvelle-Zélande, elle, repose sur l'épine dorsale robuste et surélevée du continent. Mieux encore, les collisions des plaques tectoniques provoquent chaque année une élévation de certaines parties, et ce soulèvement s'accompagne de secousses. La Zélandia se trouve sur des frontières de plaques actives, expliquant la fréquence des séismes et des phénomènes volcaniques. Ainsi, tandis que la Zélandia agit presque entièrement sous les eaux, la Nouvelle-Zélande demeure solidement campée sur ses bases. Le kiwi n'aura donc pas à envisager de prendre des cours de natation de sitôt. Les scientifiques affirment qu'Icelandia était une région située entre le Groenland et la Scandinavie qui s'étendait sur plus de 600 000 km², mais qui est aujourd'hui sous l'eau. La Terre était autrefois une grande pizza dont tous les continents étaient reliés les uns aux autres il y a des millions d'années. Appelée la Pangée, la région de l'Atlantique Nord que nous connaissons aujourd'hui était une terre sèche il y a environ 175 à 335 millions d'années.
Pendant de nombreuses années, les scientifiques et les géologues ont supposé que l'océan Atlantique Nord était né lorsque la Pangée a commencé à se séparer, il y a environ 200 millions d'années. De même que les volcans dans la région où se trouve l'Islande, le pays est né il y a seulement 60 millions d'années, lorsqu'il s'est détaché et a navigué loin de toutes les autres terres. Et comme la Terre était comme une grande pizza, elle s'est divisée comme telle. De nombreuses terres se sont séparées en de nombreux morceaux, grands et petits, créant les continents que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette nouvelle théorie suggère que le résultat de la division de la Pangée a laissé une Terre qui s'étendait sur environ 300 km. Et il y a environ 10 millions d'années, ce morceau de terre a été submergé par les eaux venant des côtés est et ouest, ne laissant que la pointe de terre qui est à présent l'Islande. Lorsque les plaques tectoniques se déplacent, elles s'écrasent les unes sur les autres, ce qui a donné forme à notre paysage actuel. Tout cela grâce au manteau terrestre. Cette nouvelle théorie radicale va à l'encontre de tout ce qui est écrit dans les livres d'histoire et de ce que les scientifiques ont étudié, et elle a suscité beaucoup de scepticisme et de critiques. Mais en analysant le plancher océanique sous l'Islande et la croûte terrestre, nous pouvons supposer que cette idée n'est pas si farfelue. Il se trouve que la croûte sous l'Islande est beaucoup plus épaisse que les croûtes typiques. La croûte océanique est composée de roches fondues, uniques par rapport aux croûtes terrestres sur lesquelles nous marchons et vivons, et elle est beaucoup plus dense. La couche la plus fine de la Terre est la croûte terrestre, où la vie prend place. Elle est essentielle pour l'eau, la culture des aliments, la collecte des ressources naturelles et des minéraux, et la respiration de l'oxygène. Elle s'enfonce sous l'eau, mais juste au-dessus du manteau terrestre. Elle se renouvelle aussi car elle est constamment recyclée dans le manteau et remonte. C'est pourquoi les roches de la croûte océanique ont une épaisseur d'environ 40 km, contre seulement 8 km partout ailleurs. C'est d'autant plus logique qu'on y trouve une forte concentration de volcans. Les études magnétiques du fond de l'océan montrent des couches de croûte fondues en forme de bande. De plus, étant donné que le champ magnétique de la Terre a changé de polarité pendant des millions d'années, cela a joué un rôle dans le façonnement de notre paysage. Mais il n'y a pas encore de preuves concrètes pour prouver cette nouvelle théorie. L'une des premières étapes consiste à commencer à creuser le fond de l'océan près de l'Islande. Le zircon est un minéral très solide qui peut durer des milliards d'années malgré l'érosion de la croûte terrestre. Et en prélevant des échantillons et en les étudiant, les chercheurs peuvent estimer l'âge géologique des continents. Cela permettra de savoir si la croûte est bel et bien océanique, laquelle est plus épaisse, ou continentale, laquelle est la croûte ordinaire sur laquelle nous marchons. Mais ce n'est pas un projet qui se fait du jour au lendemain, et il coûtera très cher. Un autre moyen est de faire des relevés sismiques qui permettent de mesurer les échos à partir de navires de recherche. Forer des trous à des kilomètres de profondeur dans la croûte peut aussi aider à la recherche. Mais cela coûterait encore plus cher que d'étudier les minéraux de zircon. Certaines plantes fossilisées endémiques de la Scandinavie et du Groenland pourraient prouver qu'Icelandia était autrefois à la surface et peut-être parsemée d'arbres. Ce n'était pas une terre froide comme aujourd'hui, si bien qu'elle a peut-être eu des forêts. Néanmoins, les scientifiques n'ont toujours pas trouvé de preuves fossiles d'animaux communs aux deux terres pour suggérer quoi que ce soit. Mais peut-être que le temps nous le dira. La théorie va plus loin et suggère qu'il pourrait y avoir existé une plus grande Icelandia. Avec l'Islande, l'Irlande, la Grande-Bretagne, la Scandinavie et le Groenland réunis en un seul micro-continent, ce pourrait être une destination pour les amateurs de l'hiver et un endroit idéal pour le ski. Il serait possible de relier le Canada à la Grande Icelandia par un train traversant l'océan, ce qui ouvrirait encore plus l'économie. L'Islande a une superficie d'environ 103 000 km², ce qui est déjà assez grand. Et si la Grande Icelandia était présente aujourd'hui, l'Europe serait un tout autre continent. De nombreuses théories circulent sur d'autres potentiels micro-continents cachés dans le monde. Les scientifiques ne sont pas certains de la possibilité de l'existence d'Icelandia, mais si toutes les études menées ont été faites correctement, alors la théorie pourrait changer tout ce que nous savons sur l'Islande et l'océan Atlantique Nord. Et cela pourrait ouvrir la voie à d'autres micro-continents engloutis dans le monde. Une autre théorie existe. La Nouvelle-Zélande était la pointe d'un sous-continent perdu encore plus grand qu'Icelandia, appelé Zealandia. Des études montrent qu'il s'est séparé du supercontinent Gondwana il y a 79 à 83 millions d'années. Les scientifiques affirment que c'est le continent le plus fin et le plus jeune découvert sous l'eau. Le craton est une roche centrale qui sert de fondation principale à la plupart des continents. Il a au moins 1 milliard d'années, mais la croûte continentale qui constitue Zealandia n'en est composée qu'à moitié, ce qui la rend assez jeune.
Cela signifie qu'il manque une partie du craton, même s'il contient des restes de roches plus anciennes et des parties du manteau. On estime qu'ils ont jusqu'à 2,7 milliards d'années. Les scientifiques ont fait des études sur les cristaux de zircon de la Nouvelle-Zélande et ont découvert qu'ils avaient jusqu'à 1,3 milliard d'années. Le reste des continents a plus de 3 milliards d'années. Les scientifiques ont étudié la composition des roches du fond de l'océan autour de la Nouvelle-Zélande. Ils sont composés de silice et de granit que l'on trouve dans les croûtes continentales. Les fonds océaniques contiennent principalement des roches riches en magnésium et en fer. Ils sont aussi plus épais et plus hauts que les croûtes océaniques ordinaires qui l'entourent. Ils ont mené quelques études et collecté des données magnétiques et topographiques pour voir le lien entre la mer de Tasmanie et la mer de Corail dans la région de Cato Trough. Il s'agit de la bande étroite entre Zealandia et l'Australie. Les données satellites ont suivi de minuscules failles dans la gravité de la Terre pour cartographier la croûte du fond de l'océan entourant la région. Ils ont clairement identifié la masse qui constitue Zealandia, presque de la taille de l'Australie. Même si les signes sont là, cela ne prouve rien. Il est possible qu'il y ait un tas de microcontinents qui se soient tous séparés lorsque l'Australie s'est détachée du Gondwana. À l'époque, le supercontinent était composé de l'Amérique du Sud, de l'Antarctique, de l'Australie, de Zealandia, de l'Arabie et du sous-continent indien. Les croûtes continentales ne sont pas les mêmes que les autres croûtes océaniques qui les entourent. La Nouvelle-Zélande n'est pas le plus grand pays du monde, mais si les théories sont correctes, alors Zealandia ferait 6 fois sa taille actuelle. L'île Maurice est une île jeune qui n'a que quelques millions d'années. À seulement 1900 km de la côte africaine, on pense que cette petite île est née il y a environ 9 millions d'années. Les volcans sous-marins de la région ont craché tellement de lave qu'ils ont formé les terres actuelles. Mais les scientifiques y ont trouvé des roches de zircon qui ont plus de 3 milliards d'années. Il se peut qu'elles fassent aussi partie d'un continent submergé appelé Mauricia, qui ne fait qu'un quart de la taille de Madagascar. Les zircons qu'ils ont trouvés étaient enfouis dans des roches solides et pas seulement dans le sable. Ce qui peut exclure qu'ils se soient simplement échoués sur le rivage depuis un autre continent. Certains scientifiques ne sont toujours pas convaincus. Ils suggèrent que la découverte de roches qui ne se distinguent des autres roches typiques apportées par une éruption pourrait faire pencher la communauté scientifique vers cette théorie. Mais tout comme Icelandia pourrait faire partie de la Grande Icelandia, Mauricia s'appelait autrefois Rodinia, qui comprenait l'Inde et Madagascar. Selon certaines théories, Mauricia était recouverte d'eau lorsque l'Inde s'est détachée de Madagascar il y a environ 85 millions d'années. Répondez vite, combien de continents compte la Terre? Vous répondriez sans doute 6 ou 7. Pourtant, en vérité, cette question n'a plus vraiment de réponse juste. Pour certains, oui, la Terre possède 7 continents. Cependant, nos manuels de géographie ont longtemps négligé une région entière du globe. Depuis des années, des scientifiques soutiennent qu'il existe en réalité un 8e continent dissimulé ici même, la Zélandia. Ce continent perdu ne l'est plus tant que cela. Car il y a peu, des chercheurs ont enfin réussi à cartographier avec précision sa position et son étendue colossale. Une première. La Zélandia diffère profondément des autres continents. Réfléchissez, l'Asie, l'Europe, l'Afrique, on peut les distinguer depuis l'espace, ou, plus simplement, il suffit d'abaisser les yeux. En cet instant, vous vous tenez sur un continent. Mais peu de gens savent que chaque continent possède des zones sur lesquelles nous ne pouvons ni marcher, ni même les apercevoir. Une grande partie de leur terre repose sous les océans, rendant leur exploration ou leur cartographie difficile. Imaginez maintenant un continent dont 94% serait submergé. Presque introuvable, n'est-ce pas? C'est pourtant le cas de la Zélandia. Une immense masse terrestre enfouie sous le Pacifique. Et cela n'a rien d'un hasard. Il y a des temps immémoriaux, la Zélandia appartenait au Gondwana, un supercontinent ancien rassemblant l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Antarctique, l'Australie et certaines régions de l'Asie. Durant des millions d'années, cet ensemble demeura uni jusqu'à ce qu'il commence à se fragmenter il y a environ 200 millions d'années. Ces parties dérivèrent lentement dans diverses directions, et l'une d'elles fut la Zélandia. D'abord encore reliée à l'Australie et à l'Antarctique, elle finit par s'en détacher, il y a près de 85 millions d'années, pour dériver seule et devenir un continent à part entière. Contrairement à l'Australie ou à l'Antarctique, la Zélandia n'est pas demeurée longtemps en surface. Elle a sombré. Aujourd'hui, seule une portion émerge encore de l'océan. Essentiellement la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et quelques petites îles du Pacifique. Le reste demeure submergé. Mais attendez,
Comment la Zélandia a-t-elle coulé en premier lieu? Pendant des années, la majorité des experts supposaient qu'elle s'était détachée, lors d'un processus appelé rupture en décrochement, un phénomène où les continents se séparent le long de larges failles, là où les plaques tectoniques glissent l'une contre l'autre. Mais cette théorie n'expliquait pas tout parfaitement. Après de longues années de recherche, les scientifiques estiment avoir enfin percé le mystère. Il s'avère que la croûte de la Zélandia, son enveloppe externe, avait été étirée au point de s'amincir. Exactement. Au lieu de glisser latéralement comme on le supposait autrefois, la Terre s'étirait et se déchirait, un peu comme une pâte que l'on étire jusqu'à ce qu'elle cède. C'est précisément ce qui est arrivé à la Zélandia. La Terre s'étira tellement qu'elle finit par se rompre, car les plaques tectoniques sous la Zélandia s'écartaient, amincissant la croûte jusqu'à ce qu'elle cède. Lorsqu'elle se brisa, les fissures étaient si larges que l'eau de l'océan s'y engouffra, donnant naissance à la mer de Tasman. Quelques millions d'années plus tard, de nouveaux étirements rendirent la croûte encore plus fine et fragile. Finalement, d'immenses portions sombrèrent sous les vagues, scellant le destin de la Zélandia en tant que continent perdu. Pourtant, elle n'était pas totalement inconnue. Les experts en suspectaient l'existence depuis près de 400 ans, et son épaisseur inhabituelle constituait un indice majeur. Voyez-vous, la croûte terrestre se divise en deux grands types, continentale et océanique. Elles composent toutes deux l'enveloppe solide de la planète, mais présentent de nettes différences. La croûte continentale, plus épaisse, s'apparente à une pizza garnie dans le style de Chicago, tandis que la croûte océanique, plus mince, évoque une tranche new-yorkaise. Maintenant, imaginons ces deux tranches plongées dans un réservoir d'eau pour observer leur comportement. D'accord, disons donc que la pizza style Chicago est plus légère. Elle flotte. C'est pourquoi les continents reposent au-dessus de l'océan. La tranche new-yorkaise, plus lourde, coule au fond du réservoir. C'est ainsi que la croûte océanique se situe plus bas, formant le plancher océanique. Une autre distinction essentielle, la croûte continentale comprend de nombreux types de roches, tandis que la croûte océanique est surtout composée de basalte, cette roche volcanique sombre issue des éruptions. Sachant cela, les scientifiques ont employé des technologies avancées pour explorer le Pacifique Sud. Les résultats furent surprenants. Des zones jadis considérées comme un fond océanique classique étaient en fait dépourvues de basalte et bien plus épaisses que ne devrait l'être une croûte océanique. Attendez, notre pizza new-yorkaise immergée pourrait-elle être une pizza style Chicago? Oui. Même si la croûte de la Zélandia reste plus mince que celle des autres continents, elle demeure nettement plus épaisse que la croûte océanique. Cela signifie que ce n'est pas seulement un amalgame de fonds océaniques et de fragments continentaux, mais bien une croûte continentale, simplement noyée. En février 2017, les scientifiques annoncèrent avec enthousiasme « Écoutez, tout le monde, la Terre compte 8 continents. » Pourtant, à cette époque, ils ignoraient encore l'apparence exacte de la Zélandia. Il n'existait ni carte ni représentation précise, ce qui explique sans doute pourquoi tant de gens en ignorent encore l'existence. Même au sein de la communauté scientifique, l'idée de la considérer comme le 8e continent ne faisait pas l'unanimité. Certains estimaient que cette singulière terre sous-marine n'était qu'un ensemble de fragments submergés ou de microcontinents. Mais voilà, avant cette annonce publique, une équipe internationale avait déjà entrepris une expédition. Elle se rendit près de la Nouvelle-Calédonie pour prélever des échantillons de roches du plancher marin de la Nouvelle-Zélande, plus précisément sur la ride de Fairway, en mer de Corail. 6 années plus tard, ces mêmes échantillons permirent de révéler une découverte majeure concernant la Zélandia, sa véritable étendue. La combinaison de la datation des roches, des signatures magnétiques et de la cartographie tectonique a permis aux chercheurs de déterminer les limites de la Zélandia. Ils ont découvert que ce continent englouti possède près de 5 millions de kilomètres carrés de surface terrestre. Pour mieux se le représenter, c'est environ 20 fois la taille de la Nouvelle-Zélande. Pour de nombreux spécialistes, son étendue et sa cohérence excluent pratiquement l'idée que la Zélandia ne constitue pas un véritable continent. Mais pourquoi cela ne semble-t-il pas encore admis? Nous ne la voyons pas sur les cartes, n'est-ce pas? La raison tient au fait qu'il est difficile d'obtenir un consensus mondial pour la qualifier de continent. Et la principale résistance est sans doute simple. Ce n'est tout simplement pas pratique. Les continents sont en général définis par convention plutôt que par des critères rigides. Selon les perspectives, certains reconnaissent 4, 5, 6 ou 7 continents, car il n'existe pas d'autorité continentale.
Il n'y aura sûrement jamais de commission internationale passant à la télévision pour nommer un nouveau continent ou établir une liste officielle. Être presque entièrement submergé ne facilite pas la reconnaissance de la Zélandia. Peut-on vraiment la qualifier de continent au même titre que l'Asie ou l'Afrique? Certains soutiennent que si la Zélandia est admise, d'autres petits blocs de croûte continentale, comme les îles Cocos ou d'autres micro-continents, devraient aussi figurer sur la liste. Combien de continents supplémentaires faudrait-il alors ajouter? Vous comprenez pourquoi cette reconnaissance n'est pas très commode. Peut-être est-il plus prudent de désigner la Zélandia comme un continent submergé ou englouti, ce qui est plus précis. Toutefois, la définition exacte d'un continent englouti reste quelque peu floue. Néanmoins, il n'est pas nécessaire de trop se préoccuper de la définition officielle de la Zélandia. L'essentiel est que sa cartographie complète constitue déjà un exploit scientifique majeur. Gardez à l'esprit que de vastes zones demeurent inexplorées. Les chercheurs sont convaincus que des technologies telles que l'imagerie sismique et le forage en haute mer permettront de découvrir encore plus de détails sur sa structure et son histoire. Et le fait qu'elle soit principalement immergée n'enlève rien à sa valeur géologique. Cette masse continentale submergée conserve en réalité des indices sur le passé de la Terre que l'on ne pourrait jamais observer sur les continents émergés. Elle pourrait aider les scientifiques à comprendre comment les continents se déplacent au gré du mouvement des plaques tectoniques. Ils espèrent également trouver des indices supplémentaires sur l'impact de ces dérives sur le niveau des mers, les régimes climatiques et la répartition des plantes et des animaux. Chaque découverte nouvelle pourrait affiner notre compréhension de la manière dont la surface terrestre se transforme. Ainsi, continent ou non, la Zélandia a déjà modifié notre perception de la planète. A mega drought might hit Australia soon, and this isn't just about a couple of dry seasons. We're talking about 20 years of little or no rain. While Australia could be facing the longest and most devastating drought since official records began, the rest of the world might struggle to buy bread, flour, or cereals. Energy prices are likely to spike globally, and neighboring countries like New Zealand, Indonesia, and Malaysia must be prepared to receive Australians directly affected by the lack of water. To truly understand how severe this situation could become, we should first examine past disasters. First off, Australia is no stranger to droughts, and this phenomenon can happen across their entire territory. From 2017 to 2019, the southeast part of the country went through what they call the tinderbox drought. This was a severe bone-dry event where the cooler months saw only about half the usual rainfall. Parts of Australia became so dry that wildfires were a constant threat. Crops failed, and water was scarce. This drought was also thought to have contributed to the Black Summer fire disaster. By the end of 2019, bushfires were raging across the country on a scale never seen before, with people describing them as rivers of lava flowing down from treetops. The losses were staggering. The tourist industry alone took a hit of $2.8 billion, and over 7,000 jobs disappeared as a result of this difficult period. The tinderbox drought was a big reminder of what Australia might face in the future. That's why it's so important to understand what happened in the past to get a full picture of a possible 20-year mega drought. But there is one problem. Even though droughts are relatively common in Australia, the rainfall data available until today isn't enough for researchers to predict the future, and our records only go back to around 1900. So experts decided to study tree rings to uncover missing environmental data. If you look at a tree stump, you'll notice concentric rings on its surface. As trees grow, they form new rings, and the thickness of these rings depends on how much water they get. During a mega drought, the rings appear thinner because the trees don't have much water. Unfortunately, these natural records usually only go back a few hundred years, and it only tells us about specific local conditions, not the situation across all of Australia. So, experts turn to computer models to simulate how Earth's climate changed from the year 850 to 2000. This approach helped them to paint a picture of when megadroughts might have occurred in Australia and how to predict what might happen in the future. But what they were really interested in was whether the human factor might be making this scenario worse over the years and if we are somehow intensifying these dry periods. So, are we to blame for these mega droughts? The short answer is, we're not sure yet.
On one hand, dry periods in Australia do seem to last longer than they did before factories and machines became common. On the other hand, they don't seem to be getting more intense or happening more often than before industrial times. This means a drought lasting 20 years might not be directly linked to human activities. Actually, this kind of phenomenon is just a normal part of how rainfall changes in Australia over time. This is backed up by evidence from ice cores, which suggests that a 39-year drought hit eastern Australia around 800 years ago. What makes it all so fascinating is that there isn't just one cause for this phenomenon. I mean, there is no single mechanism that explains all cases of megadroughts. It happens because the right combination of ocean and atmospheric conditions come together, and you end up with a drought. And just by random chance, you might have periods where there are 100-year-long droughts. Despite what many people think, megadroughts are not geographically isolated. They have occurred on every continent except Antarctica over the past 2,000 years, and are often linked to natural events. For instance, megadroughts in North America and Southwest South America were driven by El Niño, where the Pacific Ocean near the equator gets warmer than usual, disturbing normal weather patterns. They are not rare events either. In fact, the U.S. Southwest has been experiencing a megadrought since 2000. It's being considered the driest period in 1,200 years for the region. Major reservoirs like Lake Mead and Lake Powell are at low levels. Heat waves are hitting cities like Phoenix and Las Vegas harder than ever, and wildfires are happening more frequently as the land gets drier. Now, let's think about the future. Even though we have a very recent and concrete example from the U.S., research can't exactly predict how a 20-year megadrought would play out in Australia. Usually, such events show up mainly as reduced rainfall and snowfall. But in most areas, the increase in drought risk will be caused by a warmer, more arid atmosphere. So the ground will probably look parched and cracked, rivers and lakes will likely shrink, and the sky will be relentlessly clear and blue, with barely a cloud in sight. Farmers might struggle to grow crops, making grocery prices rise worldwide. Things like bread, flour, and cereals may become scarcer, as Australia supplies about 13% of global wheat exports. Coal mines might be affected, as they depend on water for extraction, washing, and processing. That might drive up power costs for industries around the world, which could be passed on to consumers, impacting global growth and inflation. As cities might face water shortages, Australians will likely find new ways to conserve every drop or maybe move to New Zealand or Southeast Asia. Now, you're probably thinking, when is this big event going to happen? Honestly, it's really hard to predict exactly. Megadroughts can happen every 150 to 1,000 years, but experts think Australia should be ready for one to happen in the next 10 years or so. And this possibly should be taken seriously. This phenomenon has been known to contribute to the collapse of entire civilizations. Take the Akkadians of Mesopotamia, who built the world's first empire more than 4,000 years ago. Studies of moisture at the ruins of Akkadian cities suggest that they experienced a massive drought lasting 300 years, and this may have led to their collapse. A similar thing happened to the Assyrian Empire, which existed over 2,700 years ago, in what is now northern Iraq. For years, it was a real mystery why they left their capital of Nineveh and never returned. But recent studies of a stalagmite in the Kunaba cave revealed that the rise and fall of the empire coincided with a wet period followed by a 125-year-long mega-drought. Because they were very dependent on seasonal rain for agriculture, this dry period made their life much harder. Even though experts now believe they probably left because of the dryness, the question of where they went is still a mystery. So, yep, mega-droughts may have played a role in the collapse of great civilizations in the past. But on the positive side, we've come a long way since then, and recent climate technologies can help us prepare for events like this. Now that we know a 20-year megadrought is very much possible and might happen soon, Australia has some time to get ready for it. Developing strong water management plans to mitigate the severe impacts of a megadrought is more than necessary.
And it's also important to create community support networks to provide emotional and financial support to people, particularly farmers, who are more affected directly by this event. If initiatives like these emerge in the coming years, those 20 years of drought could be less intense than most people might expect. Toute cette partie de notre planète a disparu. Autrefois, c'était une plaque tectonique, mais quelque chose d'aussi grand ne disparaît pas sans laisser de traces. Et les indices qui ont mené à sa découverte ont commencé dans ce mystérieux fossé entre la Chine du Sud et une île du nom de Bornéo. Pendant longtemps, les gens ont pensé que la mer entre ces deux endroits reposait sur une plaque tectonique portant le nom d'Izanagi, qui n'existe plus. Mais je m'interroge, comment une plaque tectonique peut-elle disparaître comme ça? Bien, les plaques tectoniques sont comme des pièces de puzzle, toutes connectées ensemble. Mais au lieu de rester sans bouger sur leur table, elles flottent sur une couche semi-fluide. Ainsi, elles se déplacent et viennent se heurter les unes aux autres constamment. Et il y a autre chose, certaines pièces de ce puzzle sont plus lourdes que d'autres. Et ce qui se produit, c'est que, de temps en temps, une pièce lourde vient se glisser sous une pièce plus légère. Voilà à peu près comment les choses se passent avec les plaques tectoniques. Sauf qu'il s'agit moins de poids que de densité. Lorsque le bord d'une plaque s'enfonce sous une autre et se voit pousser vers le bas et le manteau planétaire, on appelle cela la subduction. Mais parfois, ce n'est pas seulement le bord qui s'enfonce. Des plaques entières, immenses, ont complètement disparu dans le manteau de la Terre. Et c'est exactement ce qui est arrivé à la plaque Izanagi. Il y a environ 130 millions d'années, elle a commencé à glisser sous la plaque d'Okhotsk, puis elle s'est peu à peu laissée engloutir. Il y a environ 55 millions d'années, elle est complètement passée dessous et a été remplacée par la plaque Pacifique. Pendant des années, les spécialistes ont donc pensé que l'océan entre la Chine et Bornéo reposait sur cette plaque avant qu'elle ne disparaisse. D'accord, mais les experts se trompaient. Il s'est avéré qu'après tout, l'océan entre ces terres ne reposait pas sur cette plaque. Au lieu de cela, il repose au-dessus d'un écart qu'on ne s'explique pas. C'est comme s'il manquait une pièce du puzzle. Récemment, des chercheurs de l'université d'Utrecht ont découvert que cet écart était en réalité une plaque tectonique fantôme dont personne n'avait jamais entendu parler. La plaque de Pontus. Si on l'a nommée ainsi, c'est qu'à l'époque où elle était encore là, elle se trouvait sous l'ancien océan de Pontus. Mais si elle a disparu il y a si longtemps, comment au juste les experts l'ont-ils trouvée? Eh bien, les plaques tectoniques laissent parfois des traces avant de disparaître complètement. Mais au lieu d'enquêter sur des empreintes, dans un cas comme celui-ci, c'est plutôt des roches qu'on examine. Oui, des roches provenant d'une plaque perdue peuvent avoir été intégrées dans des chaînes de montagnes et pourraient nous orienter vers ces anciennes couches terrestres. Les roches, en effet, conservent une trace du champ magnétique de la Terre. Vous savez, ce bouclier invisible qui protège notre planète des menaces venues de l'espace, comme le vent solaire et les rayons cosmiques. Ainsi, lorsque les roches refroidissent et se solidifient, les minéraux magnétiques qu'elles contiennent, comme la magnétite et l'hématite, s'alignent avec le champ magnétique et se verrouillent, en quelque sorte. Et dans le processus, ils prennent un instantané de la direction et de l'intensité du champ magnétique. Celui-ci change en fonction de la latitude, en gros, selon qu'il se trouve plus au nord ou au sud de la planète, ce qui permet aux roches d'enregistrer leur position d'origine par rapport à l'équateur. Sachant cela, les chercheurs se sont rendus à Bornéo pour y collecter et étudier les roches. Et ils ont découvert quelque chose de bien étrange. À l'origine, elles provenaient d'une région située bien plus au nord. Leurs coordonnées anciennes ne correspondaient pas à la latitude attendue pour Izanagi. En fait, elles ne correspondaient à aucune des plaques tectoniques que nous connaissions jusqu'alors. Ils ont donc rapidement réalisé deux choses. Premièrement, ils venaient de découvrir un écart très bizarre. Deuxièmement, il devait y avoir une plaque tectonique cachée, fantôme, qui se trouvait autrefois à cet endroit. Pour percer le mystère, les scientifiques ont utilisé des modèles informatiques. Ils ont étudié la géologie de la région au cours des 160 derniers millions d'années. Grâce à leur travail, ils ont pu reconstituer l'ensemble de la plaque de Pontus dans toute sa splendeur. L'étape suivante consistait à déterminer les caractéristiques clés de cette partie de notre planète qui avait été submergée, par exemple, son âge. Vous voyez, les échantillons de roches collectés à Bornéo datent de 135 millions d'années,
une époque où les dinosaures régnaient encore en maître. Avec cette information, les scientifiques ont pu comprendre que la plaque de Pontus s'était formée il y a au moins 160 millions d'années. Mais elle est probablement encore plus ancienne que cela. Bien qu'il soit difficile de déterminer exactement la date de sa formation, une chose est sûre. Elle était énorme. La plaque de Pontus faisait environ un quart de l'océan Pacifique. Malheureusement, il y a environ 20 millions d'années, elle a fait ses adieux à la planète, s'enfonçant complètement sous la plaque australienne au sud et vers la Chine au nord. À ce stade, vous vous demandez peut-être si quelques roches et une reconstruction informatique peuvent suffire à prouver que la plaque de Pontus a vraiment existé. Eh bien, la réponse est oui. Mais d'autres indices ont été retrouvés à Palawan, un archipel situé à l'ouest des Philippines et dans la mer de Chine méridionale. La vérité, c'est que la communauté scientifique soupçonne l'existence de Pontus depuis plus de 10 ans. À l'époque, les chercheurs se concentraient sur la région des Philippines. Cette zone est une sorte de terrain de jeu pour les géologues, car elle se trouve à l'intersection de plusieurs systèmes de plaques tectoniques. Les scientifiques ont donc décidé de reconstituer les mouvements de la croûte terrestre entre le Japon et la Nouvelle-Zélande. Et leurs travaux ont suggéré qu'il devait y avoir une zone de subduction traversant cet espace, entre les plaques bien connues du Pacifique, à l'est, et la plaque hypothétique de Pontus, à l'ouest. Cette découverte fut possible car les plaques tectoniques ne savent pas vraiment jouer à cache-cache. Comme nous l'avons mentionné, avant de se voir submergées, elles laissent toutes sortes d'indices. Et il ne s'agit pas seulement de roches. Elles peuvent également modifier le manteau terrestre, ce qui conduit à la formation de volcans, à des tremblements de terre, à la création de fosses océaniques profondes, par exemple. Mais le processus de subduction peut aussi venir perturber la composition et la température du manteau, réchauffant ou refroidissant certaines zones. On considère alors cela comme une anomalie. Il est possible de détecter ce genre d'anomalie à l'aide de sismographes, des instruments capables d'écouter les tremblements de terre et d'enregistrer le mouvement du sol. Lorsqu'un tremblement de terre se produit, il émet des ondulations, des vagues, à travers la Terre. Ces ondes voyagent à travers les couches de la planète. Mais si elles viennent heurter quelque chose d'inhabituel, comme un ancien morceau de plaque tectonique caché dans le manteau, elles sont perturbées. C'est comme quand on roule sur une bosse sur une route lisse. Cela perturbe le voyage. Utiliser des sismomètres normaux pour rechercher des anomalies, d'accord. Cela peut nous aider à trouver des indices sur le passé de la Terre. Mais les choses se compliquent beaucoup si les scientifiques veulent obtenir des images de ce qui se passe réellement sous la surface. Non seulement les images des sismomètres ont une faible résolution, mais le processus est également extrêmement coûteux. Mais récemment, des experts ont découvert une technique de pointe qui pourrait complètement changer notre regard sur les profondeurs de la Terre. C'est un peu comme une échographie. Les scientifiques peuvent désormais observer ce qui se passe à des kilomètres sous nos pieds. Plus précisément, dans une région située entre la croûte terrestre et le manteau qui se trouve au-dessous, connu sous le nom de MOO. Cette nouvelle méthode porte le nom de détection acoustique distribuée, ou DAS. Elle utilise des câbles à fibre optique, les mêmes qui nous fournissent l'Internet à haut débit, comme capteurs de séisme. Voici comment cela fonctionne. Des faisceaux laser sont envoyés à travers les câbles, et lorsque le sol bouge, que ce soit à cause d'un séisme, de la circulation ou d'autres vibrations, la secousse modifie la manière dont le laser se déplace à l'intérieur des câbles. Ce qui est vraiment fascinant, c'est que nous pouvons désormais mesurer ces changements tout au long du câble. Ainsi, c'est comme s'il y avait des centaines de petits détecteurs de séisme étalés sur une vaste région. Cette nouvelle technologie peut par exemple nous dire si des failles majeures s'enfoncent jusqu'au manteau, comment les processus anciens et modernes ont façonné les continents, et quelle est la résistance de la croûte profonde dans certaines régions. En d'autres termes, le DAS est un instrument révolutionnaire qui pourrait nous permettre de découvrir de nouveaux indices sur les plaques tectoniques cachées et anciennes. Petite question, combien de continents la Terre compte-t-elle réellement? 6, comme on l'enseigne généralement? Ou peut-être 5? Il n'existe pas de consensus. Selon les critères adoptés, les estimations oscillent entre 4 et 7. Or, certains chercheurs avancent désormais qu'un 8e continent aurait été récemment repéré,
située entre le Groenland et le Canada. Cette découverte pourrait également éclairer les mécanismes à l'origine des microcontinents. Que révèle cette trouvaille? Et pourquoi cette terre immergée retient-elle tant l'attention? Si vous raisonnez comme moi, auquel cas nous serions au moins deux, l'idée de continent évoque sans doute des étendues terrestres telles que l'Europe ou l'Afrique, des régions émergées et habitées. Pourtant, en sciences de la Terre, cette notion ne dépend nullement du niveau marin. Ce qui la fonde, c'est la nature même des roches. La croûte terrestre se divise en deux grandes catégories, la croûte continentale et la croûte océanique. La croûte continentale est plus épaisse, moins dense et constituée de roches comme le granit, tandis que la croûte océanique est plus fine, plus lourde et formée principalement de basalte volcanique. La formation repérée sous le détroit de Davis, entre le Groenland et le Canada, semble correspondre à une portion de croûte continentale enfouie sous l'océan. Les scientifiques la qualifient de proto-microcontinent. Elle aurait commencé à se détacher d'une masse plus vaste, plusieurs millions d'années auparavant, sans jamais parachever sa séparation. Tandis que les plaques tectoniques se déformaient lentement, la croûte s'est fracturée. Un segment s'est mis à dériver, mais, pour une raison ou pour une autre, le processus s'est interrompu. Ce bloc n'a donc ni dérivé comme un continent à part entière, ni coulé comme l'aurait fait une croûte océanique. Il demeure sous les vagues, figé à mi-chemin. Cela le distingue des microcontinents à part entière, tels que la Zélandia, qui se sont totalement détachés et forment aujourd'hui des blocs tectoniques indépendants. Situé près de la Nouvelle-Zélande, la Zélandia est un microcontinent submergé dont environ 94% de la surface se trouve sous l'océan. Mais comme elle est constituée de croûte continentale, nombre de géologues estiment qu'elle mérite le statut de 8e continent terrestre. Pourtant, le cas de Zélandia reste controversé, car sa superficie semble trop vaste pour qu'on la considère comme un simple microcontinent, et il n'existe aucune instance internationale apte à trancher officiellement. Nul organisme équivalent à l'ONU ou à un Conseil géologique mondial ne peut décréter qu'il s'agit là d'un nouveau continent. À l'inverse de Zélandia, Madagascar, qui émerge entièrement au-dessus du niveau marin, constitue un exemple classique de microcontinent unanimement reconnu. Vous vous demandez sans doute, Madagascar n'est-elle pas simplement une île? La vérité, c'est qu'elle est les deux. Elle constitue la 4e plus grande île du globe, entièrement entourée d'eau. Pourtant, sur le plan géologique, elle est considérée comme un microcontinent. Détachée du supercontinent de Gondwana, il y a environ 88 millions d'années, elle est composée de croûte continentale et non océanique. Contrairement aux îles volcaniques, telles qu'Hawaï, formées par la lave, Madagascar est un fragment ancien de croûte continentale. Elle réunit donc les deux critères, île géographique et microcontinent géologique. Et c'est précisément ce qui rend ces découvertes captivantes. À l'image de Madagascar qui s'élève au-dessus des flots, cette nouvelle terre cachée sous le détroit de Davis se démarque sous la mer grâce à sa structure étonnamment atypique. Ce qui la rend singulière, c'est son exceptionnelle épaisseur. Là où la majorité du plancher océanique est fine comme du métal, cette formation s'apparente plutôt à une couche dense d'argile mêlée à des éléments continentaux. Sous cette couche protectrice, semblable à une couette épaisse, les chercheurs ont mis au jour d'étranges strates rocheuses, intrigantes car elles ne devraient pas se trouver à cet endroit. Ces formations ressemblent davantage à celles qu'on rencontre sur les continents qu'à celles observées dans les fonds marins. On y décèle des signes de structure proches du granit et des propriétés magnétiques particulières, ce qui suggère une parenté frappante avec les matériaux typiques de la terre ferme. Ces dimensions aussi sont frappantes. Ce proto-microcontinent mesure entre 19 et 24 km de large, soit à peu près la superficie d'une ville moyenne. Imaginez Manhattan, mais à près de 2000 mètres sous la mer. Le fait qu'il repose directement sous le détroit de Davis, l'un des plus vastes passages océaniques au monde. En fait, l'un des fragments de croûte continentale immergés les plus étendus découverts jusqu'ici. D'après les scientifiques, cette masse terrestre aurait commencé à se former entre 58 et 49 millions d'années auparavant, alors que le Groenland et le Canada dérivaient lentement l'un de l'autre. Peut-être avait-il simplement besoin de souffler. Ça arrive à tout le monde. En s'éloignant, la croûte sous le détroit de Davis s'est étirée, provoquant le déplacement d'une faille majeure. Mais la séparation resta inachevée. Il y a environ 48 millions d'années, le processus de création de failles s'est interrompu et le Groenland a brusquement ralenti son éloignement lorsqu'il est venu heurter l'île d'Ellesmere. C'est un peu comme si un véhicule se déportait sur l'autoroute avant de revenir sur sa voie, sans jamais achever sa sortie. C'est exactement ce qui s'est produit. Une portion de terre s'est retrouvée prise au piège entre deux mouvements tectoniques. Elle n'a pas dérivé pour former de nouveaux continents, ni été aspirée vers les profondeurs. Elle est simplement demeurée sur place, prisonnière des eaux.
Mais ça ne s'arrête pas là. Ce fragment de croûte terrestre possède son propre réseau de failles. Selon les chercheurs, il rappelle à petite échelle la célèbre faille de San Andreas en Californie. Une faille est une fracture dans la croûte terrestre, où des masses rocheuses glissent les unes contre les autres. On peut l'imaginer comme une zone où la surface terrestre s'est fendue en essayant de glisser sur le côté. En Californie, ce déplacement est toujours en cours, provoquant parfois des séismes. Mais sous le détroit de Davis, le scénario est différent. Le mouvement a commencé, puis s'est brusquement figé, comme si l'on avait suspendu le temps au cœur d'un bouleversement géologique. Il s'agit là d'un instant figé dans l'histoire de la Terre, conservé intact sous les flots. Pour les géologues, cela confère une importance capitale au microcontinent du détroit de Davis. Cette immobilisation soudaine permet de mieux comprendre pourquoi certains fragments de croûte se détachent aisément, tandis que d'autres se déforment, s'arrêtent ou disparaissent. Et cela ne concerne pas que la recherche théorique. En étudiant ces processus, les scientifiques peuvent mieux anticiper les futurs mouvements terrestres, l'évolution des failles, ainsi que les risques sismiques à venir, ce qui pourrait s'avérer utile à tous. Comprendre comment naissent les microcontinents pourrait nous aider à prévoir les grandes transformations de la surface terrestre sur plusieurs millions d'années, avec des répercussions allant des modèles climatiques à la répartition des ressources. Mais au-delà de ces enjeux, les progrès techniques nécessaires à de telles découvertes représentent déjà une avancée majeure. Les outils utilisés pour cartographier ce territoire englouti servent également à l'exploration pétrolière, à la pose de câbles sous-marins, au suivi climatique ou encore aux opérations de secours. Pendant longtemps, cette terre dissimulée près du Groenland est demeurée invisible. Il y a à peine une quinzaine d'années, les profondeurs du détroit de Davis restaient largement méconnues. Froides, profondes et inhospitalières, elles figuraient parmi les zones les plus difficiles à sonder. Aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, la découverte de ce continent englouti semble imminente. Les scientifiques sont enfin en mesure de voir et d'entendre ce qui se passe sous ces eaux glacées. Pour cela, ils ont d'abord recours à l'imagerie par réflexion sismique, une technique consistant à envoyer des ondes sonores vers le fond marin, puis à enregistrer les échos renvoyés. Chaque couche rocheuse réagit différemment, ce qui permet de reconstituer une image souterraine. Le principe s'apparente à celui des chauves-souris, qui se déplacent dans l'obscurité grâce aux échos. Les satellites ont aussi leur rôle à jouer. Ils collectent des données gravitationnelles. Cela peut sembler étonnant, mais les roches, selon leur nature, n'ont pas toutes la même densité. Les plus massives exercent une attraction plus forte, que les satellites savent détecter avec une grande précision. Autre outil essentiel, les capteurs sous-marins. Posés au fond de l'océan, ils écoutent dans les vibrations naturelles, comme les secousses sismiques ou les déplacements de roches. Ces signaux aident les chercheurs à évaluer la composition de la croûte terrestre ainsi que son épaisseur. On les compare volontiers à des oreilles immergées, attentives à chaque frémissement des profondeurs. Il est très probable que des véhicules sous-marins autonomes, ou AUV, aient aussi été employés. Ces robots sont capables de cartographier le relief sous-marin avec une précision remarquable, même sous une épaisse couche de glace. L'enthousiasme des chercheurs est palpable, car l'enjeu dépasse la simple découverte géologique. Ce territoire inconnu constitue un véritable laboratoire naturel. L'analyse du microcontinent du détroit de Davis constitue une occasion précieuse d'approfondir notre compréhension des mécanismes qui président à la formation, à l'évolution, voire à l'incomplète séparation des microcontinents. Elle rappelle aussi que la croûte terrestre n'est pas aussi nettement divisée qu'on le croyait. Sous l'océan, d'autres terres cachées, près du Groenland ou ailleurs, pourraient exister des quasi-continents attendant d'être découverts. Ce continent englouti, qui n'a peut-être jamais accédé au statut de continent véritable, modifie néanmoins notre perception des dynamiques tectoniques. Grâce aux technologies de une fissure géante, de plus de 3500 km de long, s'ouvre à travers l'Afrique. Routes, maisons, même les écoles se font déchirer. Aujourd'hui, les scientifiques pensent qu'ils ont enfin compris ce qui en est la cause. Une colonne énorme de roches brûlantes, un super panache, qui monte des profondeurs de la planète. Et elle pousse lentement les terres, centimètre par centimètre. Il ne s'agit pas d'un petit changement. Le continent est en train de se diviser en deux, et l'indice sur ce qui se passe pourrait être caché à des milliers de kilomètres, à Hawaï. Et pourquoi les États-Unis jouent-ils soudainement un rôle dans tout cela? Attendons un peu, nous y arriverons. Tout d'abord, il est important de savoir que l'information n'est pas nouvelle. L'Afrique se divise lentement depuis environ 25 millions d'années. Cela se produit dans une zone qui porte le nom de système du Rift Est africain. Elle s'étend sur des milliers de kilomètres,
de l'Éthiopie jusqu'au Mozambique, et c'est le plus grand système de rift continental actif sur la planète. Par là, je veux dire des endroits où la croûte terrestre est étirée et écartée, provoquant des failles, des tremblements de terre et des éruptions volcaniques. Des choses effrayantes, c'est le moins qu'on puisse dire. En 2018, par exemple, une immense fissure est apparue près d'une petite ville juste à l'ouest de la capitale du Kenya, Nairobi. À certains endroits, elle faisait environ 20 mètres de large, soit presque la taille de 2 autobus scolaires garés l'un derrière l'autre. C'était absolument terrifiant. Cela s'est produit très rapidement et ça détruit pas mal de choses. Les routes étaient coupées, les fermes dévastées, les gens étaient sur les nerfs. Le sol s'ouvrait littéralement sous leurs pieds. Un homme a vu la fissure traverser sa maison. Il a à peine eu le temps de récupérer quelques-unes de ses affaires avant que tout ne s'effondre. Effrayant, non ? Étant donné que cela s'est produit dans la région du Grand Rift en Afrique de l'Est, la panique s'est propagée rapidement. Les médias s'en sont emparés, affirmant que c'était la preuve que l'Afrique se divisait. Les personnes qui vivaient près de la crevasse se sont dit « ça y est, c'est en train d'arriver ». Et beaucoup le croient encore aujourd'hui. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Du moins, pas avec cette crevasse-là. Car après la panique initiale, des vidéos et des photos ont révélé des indices montrant qu'elle n'était pas liée au mouvement des plaques tectoniques. Premier indice, les deux côtés de la crevasse ne correspondaient pas. Comme quand on cherche à emboîter deux pièces de puzzle qui ne correspondent pas, les bords ne s'alignaient tout simplement pas. Deuxième indice, l'écart ne formait pas une ligne continue. Il y avait une sorte de pont entre les deux. Tout cela montrait qu'il s'agissait d'une érosion soudaine. Certains spécialistes croient que la fissure était autrefois remplie de cendres volcaniques provenant du mont Longono voisin. Mais ensuite, la région a été frappée par de fortes pluies. Lorsque l'eau a imprégné le sol, elle a emporté les cendres, rendant l'écart visible. Problème résolu. Mais bien que la vérité soit apparue, il était trop tard. Cet événement avait relancé toute la discussion sur la division physique et imminente de l'Afrique. Mais écoutez bien, même si cette fissure n'avait rien à voir avec ce phénomène, ne vous méprenez pas. L'Afrique est bien en train de se séparer. Parce que le continent se trouve entre deux plaques tectoniques. La plaque somalienne à l'est et la plaque nubienne à l'ouest. Le problème, c'est qu'elles s'éloignent l'une de l'autre. Et à mesure qu'elles se séparent, le fossé dans le rift est-africain ne cesse de s'élargir. Finalement, la plaque somalienne pourrait se détacher complètement de la plaque nubienne, créant une toute nouvelle masse terrestre. Quelque chose de l'ordre de Madagascar ou de la Nouvelle-Zélande. Mais ne vous inquiétez pas, ce processus est super lent. Si lent qu'aucun d'entre nous n'en verra jamais la fin. Les experts disent que le continent se déplace d'environ 0,3 pouces par an à certains endroits. Pour vous donner une idée, c'est moins que la longueur de votre ongle. On peut donc dire sans crainte de se tromper que le processus va prendre des millions d'années, ce qui est une bonne nouvelle pour les habitants de la région. Mais cela ne signifie pas qu'ils ne ressentiront pas les effets de cette lente rupture. En fait, ils se produisent déjà. Prenons par exemple la région Afar en Éthiopie. En 2005, cette zone a montré à quel point le rift peut être imprévisible. En un laps de temps très court, 420 tremblements de terre ont frappé la région, ouvrant une énorme fissure. Ce qui prend généralement des siècles s'est produit en seulement quelques jours, remettant complètement en question ce que les scientifiques pensaient en savoir sur la vitesse des changements géologiques. À l'époque, la fissure s'étendait sur plus de 56 km, et la vie y était loin d'être facile. Ces tremblements de terre récents ont détruit une grande partie des infrastructures locales. 37 écoles ont été endommagées, laissant 5000 élèves sans salle de classe. Et ça ne représente qu'une partie des dégâts. Selon certaines prédictions, comme les plaques tectoniques continuent de s'éloigner, l'eau finira par inonder cette région, créant ainsi un tout nouvel océan. Des pays comme la Zambie et l'Ouganda, qui sont aujourd'hui enclavés, pourraient un jour avoir un littoral. Cela pourrait être une excellente nouvelle pour eux, car ça pourrait ouvrir de nouvelles routes commerciales et transformer entièrement leurs économies. Mais ne vous emballez pas trop rapidement, nous ne plongerons pas dans les eaux de ce 6e océan de sitôt. Le processus de séparation prendra encore 5 à 10 millions d'années. Il est difficile de dire exactement quand cela se produira, car de grands événements sismiques, comme les tremblements de terre, pourraient tout accélérer. Alors, voici ce que nous savons. La plaque somalienne et la plaque nubienne sont en plein milieu d'une séparation tectonique spectaculaire et se déplacent lentement l'une de l'autre. L'Afrique est en train de se diviser en deux. La Terre gagnera probablement un nouvel océan à cause de cela. Mais jusqu'à récemment, nous ne savions pas exactement ce qui causait tout ça. Oui, ces plaques tectoniques bougent, mais pourquoi ?
Est-ce que ce gigantesque processus géologique a pour cause quelque chose qui se passe dans le manteau terrestre? Ou pourrait-il avoir une source beaucoup plus grande et plus profonde? Eh bien, les scientifiques pensent qu'ils ont peut-être enfin résolu le mystère. Ils croient que le continent est en train de se fracturer en raison de la présence d'un super panache mantélique profond, une énorme colonne de roches chaudes située sous le rift est-africain. Représentez-vous un énorme marteau souterrain poussant vers le haut, pressant contre la croûte et la fissurant lentement. Mais voici ce qui est intéressant. Les scientifiques sont parvenus à cette conclusion grâce à quelque chose qui s'est passé dans une partie du monde complètement différente, Hawaï. Sous cet état américain, il y a aussi un panache de roches super chaudes qui s'élève des profondeurs de la planète. Il fait fondre la croûte au-dessus de lui, et c'est ce qui alimente les volcans d'Hawaï. Au fur et à mesure que la plaque du Pacifique dérive au-dessus de ce panache, la roche en fusion perce de nouveaux endroits, créant volcan après volcan. Au cours de millions d'années, c'est ainsi que les îles hawaïennes se sont formées. Ce panache hawaïen contient des gaz nobles, comme l'hélium et le néon. Et vous savez où d'autres les scientifiques ont trouvé ces mêmes gaz? Eh oui, sous le système du rift est-africain. Bingo! Cette découverte a renforcé la théorie selon laquelle un super panache serait à l'origine de ce qui se passe en Afrique. Nous le qualifions de super, parce qu'il pourrait être gigantesque. Vous voyez, ces mêmes gaz ont été trouvés dans des roches volcaniques du Kenya, jusqu'au Malawi. Donc, tout indique l'existence d'un super panache unique qui s'étend de l'océan Indien jusqu'à la mer Rouge, et non pas d'une multitude de sources isolées. Si leurs données et recherches sont correctes, les scientifiques estiment que ce super panache sous l'Afrique commence probablement à la limite noyau-manteau, qui se situe à environ 2900 km de profondeur à l'intérieur de la Terre. Bien que les signatures chimiques du système du rift est-africain soient similaires à celles que l'on trouve dans les roches volcaniques d'Hawaï, elles ne sont pas identiques. On pense que le panache hawaïen est un courant étroit de manteaux chauds qui monte, un peu comme le mouvement à l'intérieur d'une lampe à lave. Le panache africain pourrait avoir une forme différente et ressembler davantage à une grande masse de matériaux chauds et flottants qui s'élèvent des profondeurs de la Terre. Lorsqu'il atteint la surface, ce matériau frappe la couche extérieure, qui est froide et solide, et se répand en poussant suffisamment fort pour la fissurer et déclencher une intense activité volcanique dans toute la région. Si cette théorie est correcte, nous sommes en présence d'une force lente, mais inarrêtable, qui redessinera la carte de l'Afrique et changera le continent à jamais.